Il était une fois, sur un continent modeste nommé Europe, des royaumes qui s'ennuyaient fermes entre deux guerres. Allez, générique. Les coffres étaient vides, les révoltes fréquentes et le soleil ne se couchait jamais sur leur empire. Mais pourquoi se contenter de se battre entre eux quand le monde entier attend d'être civilisé? À l'intérieur, c'est la fête. Les paysans crèvent, les nobles complotent, les villes se révoltent tous les jeudis. Et les rois, eux, font de la géopolitique façon loto. Un mariage ici, une guerre là, un emprunt auprès d'un banquier italien qui va finir ruiné. Mais pourquoi continuer à se taper dessus pour la Lorraine ou le Milanais? Alors, il existe des continents entiers remplis de gens qui n'ont même pas la décence de croire au bon Dieu catholique. Et qui, comble de l'insulte, n'ont jamais entendu parler du roi d'Espagne. Un affront insupportable. Heureusement, l'Europe a trouvé une solution très chrétienne, la colonisation. Traduction, on arrive chez vous avec des croix, des épées et une charte royale. Vous nous donnez vos ressources, on vous donne des maladies et une nouvelle hiérarchie sociale. C'est gagnant-gagnant. Enfin, surtout gagnant pour nous. Les Espagnols découvrent l'Amérique, les Portugais découvrent les épices et les autres découvrent qu'ils sont en retard. Mais ce n'est pas grave. Tout le monde aura sa part du gâteau à condition de fermer les yeux sur les pillages, les conversions forcées et les massacres à la chaîne. Le tout emballé dans un joli discours sur la civilisation, évidemment. Et c'est là le génie de l'impérialisme version 1500. On part coloniser pour sauver des âmes et accessoirement remplir des coffres qu'on a vidés en se battant pour une vache et 2 hectares de Bourgogne. L'impérialisme, dans sa version la plus noble, enfin selon les Européens, c'est apporter la lumière, la civilisation, le progrès à des peuples qui n'avaient rien demandé. Dans sa version moins poétique, c'est s'accaparer des territoires, des ressources, des gens, tout en prétendant faire une œuvre humanitaire. Un peu comme si un cambrioleur vous explique qu'il vole votre maison pour vous apprendre à mieux sécuriser vos portes. C'est le résumé, mais entrons dans le détail. L'impérialisme dans sa version officielle, c'est un peu comme le bulletin de propagande d'un club de bienfaiteurs. Imaginez un Européen du 19e siècle, moustache impeccable, costume 3 pièces, monocle vissé dans l'œil, qui vous dit « Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous partons en mission sacrée, apporter la lumière à ces pauvres âmes encore coincées dans l'obscurité de leur tradition millénaire, sans café à la française, ni art de vivre colonial. » Et alors ? Armé d'une Bible dans une main et d'un fusil dans l'autre, le brave civilisateur débarque fièrement et dit « Bonjour, je suis venu pour vous éduquer, vous convertir, vous moderniser et accessoirement repartir avec votre or, vos terres, vos épices, vos statues religieuses, vos main-d'œuvre et peut-être aussi votre dignité. » Mais ne vous méprenez pas, tout cela est en fait avec le plus gros des altruismes. C'est comme s'ils avaient organisé un stage de développement personnel, sauf qu'il commence avec une invasion. Dans sa version moins décorée, moins académique et, osons le dire, un poil plus honnête, l'impérialisme, c'est s'emparer d'un territoire, mettre la main sur tout ce qui a de la valeur, soumettre les populations locales et surtout mettre un drapeau dessus en prétendant que c'est pour leur bien. Bref, un braquage géopolitique à grande échelle, mais avec des discours fleuris. Imaginez maintenant que quelqu'un entre chez vous, vous vole vos meubles, vos bijoux, votre chat, et en repartant, vous dit avec un grand sourire « Franchement, vous devriez me remercier. Sans moi, vous n'auriez jamais su à quel point votre porte d'entrée était facile à forcer. » Voilà, c'est ça l'impérialisme vu par l'Europe du 19e siècle. Un cambriolage présenté comme une masterclass de gestion de patrimoine. En 1902, John A. Hobson écrit un livre qui fait l'effet d'un pavé dans une mare coloniale, L'impérialisme, une étude. Il explique que l'impérialisme n'est pas un élan patriotique ou moral, mais un caprice économique. Les riches, dit-il, ont trop d'argent. Trop pour être contentés par leur propre marché. Sa solution, taxer les riches pour redistribuer les richesses. En 1902, alors que l'Europe est en pleine euphorie coloniale, genre on pique un continent par mois et encore on se retient. Un homme débarque pour gâcher la fête, John A. Hobson. Lui, ce n'est pas un conquistador ni un gouverneur colonial. Non, lui, c'est un monsieur qui lit trop, qui réfléchit trop et qui surtout écrit un livre beaucoup trop honnête. L'impérialisme, une étude. Dans ce bouquin,
Hobson balance un pavé dans la mare, ou plutôt un pavé dans la piscine privée de la bourgeoisie coloniale. Il explique que non, l'impérialisme n'est ni un acte héroïque, ni une grande croisade civilisatrice, ni une mission divine pour éduquer les races inférieures, comme on osait le dire sans rougir à l'époque. Non, selon lui, l'impérialisme, c'est juste un caprice de riches. Un peu comme quand un millionnaire s'achète une île privée parce qu'il s'ennuie. Sauf que là, les millionnaires s'achètent des pays entiers. Le problème, dit Hobson, c'est que les élites économiques ont trop de thunes. Et comme elles n'arrivent plus à trouver où investir ça chez elles, elles se disent « Tiens, si on allait tester le capitalisme chez des gens qui ne nous l'ont absolument pas demandé, Afrique, Asie, Pacifique, pas de souci du moment qu'on peut installer une compagnie. Payer les locaux en coquillage ou pas du tout. Extraire les ressources et faire tout ça avec la bénédiction de la patrie. » Et Hobson, naïf mais sincère, propose une solution révolutionnaire. et si on taxait les riches? Et si on redistribuait les profits? Et si on arrêtait de coloniser pour compenser l'inégalité sociale? Réaction dans les couloirs du pouvoir, un immense éclat de rire, suivi d'un silence gêné, comme si Hobson venait de péter lors d'un dîner à Buckingham. Résultat, son livre n'est pas brûlé, on est poli quand même. Mais il est vite rangé dans la catégorie idées trop dangereuses pour les clubs gentlemen. Les empires, eux, continuent tranquillement leur business, pendant que Hobson, dans son coin, regarde le monde avec un air de dire « Je vous l'avais dit !» Puis arrive Vladimir Ilitch Lénine, lui ne rigole pas. Dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, il explique que l'expansion coloniale n'est pas un accident, mais une conséquence logique du capitalisme avancé. Si Hobson a allumé une petite lampe dans le grenier des idées dérangeantes, Lénine, lui, débarque avec un lance-flamme. En 1917, 2 révolutions et 3 exils, Vladimir Ilitch Ulyanov, alias Lénine, monsieur je souris jamais, prend le concept d'impérialisme, le secoue comme un vieux tapis et annonce « Mesdames et messieurs, l'impérialisme, c'est pas une erreur, c'est pas un accident. C'est le stade ultime du capitalisme. » Bam, voilà, c'est posé. Selon Lénine, l'impérialisme n'est pas une politique extérieure, c'est une fuite en avant du système capitaliste qui, saturé chez lui, s'exporte à coups de baïonnettes pour éviter l'effondrement. Imagine un capitaliste comme une pieuvre avec trop de bras. Il a déjà tout mangé chez lui, alors il envoie ses tentacules ailleurs. Il chope des ressources, des marchés, de la main-d'œuvre à prix bas. Et surtout, il transforme les colonies en décharges à profit. Et pour Lénine, ça ne fait aucun doute. Les colonies ne sont pas des territoires exotiques à civiliser. Ce sont des zones d'investissement sauvages. Des zones tampons pour éviter la révolution à la maison. C'est un peu comme un fumeur qui jette ses mégots chez le voisin pour ne pas salir son salon. Sauf qu'ici, les mégots, c'est la misère, le racisme, la violence armée et quelques millions de morts. Et puisque Lénine est un homme de solution radicale, certes, il conclut « Tant qu'il y aura capitalisme, il y aura impérialisme. Et tant qu'il y aura impérialisme, il faudra le détruire. Avec une révolution mondiale, spasiba balshoye tavarishi. » Réaction du monde capitaliste, gros malaise. On ferme les rideaux, on verrouille les coffres, on surveille les syndicats de près. Les élites européennes ont regardé la Russie soviétique comme on regarde un voisin un peu trop enthousiaste avec la tronçonneuse. Il dit que c'est pour couper du bois, mais on sent que ça peut vite déraper. Et pendant ce temps, Lénine dans son bureau, thé noir à la main, note calmement. Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. Traduction moderne. Si vous continuez à jouer au colon cupide, ça va finir en baston planétaire. Spoiler, il avait pas tort. Les Européens, eux, sont convaincus d'agir pour le bien. On parle de mission civilisatrice, de charge de l'homme blanc, comme ce ministre colonial français qui déclara fièrement « Nous avons un devoir moral d'élever les races inférieures ». Oh là là là, oui, il a bien dit ça, avec un ton sérieux en plus. Bon, alors ça c'est fait. Pendant que Hobson tire la sonnette d'alarme et que Lénine prépare la dynamite idéologique, les Européens, eux,
dorment du sommeil du juste. Pourquoi ? Parce qu'ils sont convaincus, vraiment convaincus, d'être les gentils de l'histoire. Oui, c'est écrit noir sur blanc, dans leurs journaux, leurs discours et même leurs manuels scolaires. L'Europe a une mission civilisatrice. La charge de l'homme blanc, disait l'écrivain Kipling, c'est-à-dire... S'occuper des autres peuples comme d'enfants désobéissants, sales, un peu primitifs, mais pleins de potentiel si on les élève avec amour et du savon. Mais attention, quand il dit « élevé », il faut bien comprendre ce que ça veut dire dans le jargon européen de l'époque. Parce qu'on n'est pas dans une métaphore douce, genre coaché vers le succès. Non. Voici ce que ça donne version terrain. Le kit de la mission civilisatrice. Le fouet. Pour apprendre la ponctualité, bien sûr, et la soumission accessoirement. Une école chrétienne où on apprend à lire, surtout la Bible. Et à oublier sa langue, sa culture, sa religion, son nom et parfois sa famille. Et surtout, une compagnie commerciale privée avec sa propre armée. Parce que pourquoi se contenter de l'État quand Total ou la Compagnie des Indes peut aussi avoir ses canons ? Ces firmes sont des genres de start-up coloniales, sauf qu'au lieu de coder, elles minent, elles pillent et elles tirent sur les syndicalistes. Et tout ça, bien sûr, au nom du progrès. Regardez, on a construit une voie ferrée. Oui, mais pour transporter des caisses de caoutchouc, pas des écoliers. Regardez, on a ouvert un hôpital. Oui, mais surtout pour soigner les colons malades, pas les ouvriers indigènes enchaînés. La réalité, c'est que cette mission civilisatrice ressemblait plus à un plan marketing de conquête économique déguisé en cours de morale. Un peu comme si Amazon débarquait dans un village en disant « On ne vient pas vendre, on vient vous apprendre à consommer ». Et le pire, c'est que ça a marché. Pas les colonies, ça c'est un carnage, mais le storytelling. Dans les salons bourgeois de Paris, Londres ou Bruxelles, on se congratule. Regarde comme on les élève bien, ils commencent presque à parler français. Traduction, ils répètent ce qu'on leur a crié dessus à l'école sous la menace. Au XXe siècle, les colonies se révoltent, réclament l'indépendance. L'Europe, en pleine gueule de bois post-Seconde Guerre mondiale, n'a plus les moyens de dominer le monde. L'impérialisme meurt, enfin officiellement. Alors voilà, à force de se faire aimer à coups de fouet et de catéchisme, les empires commencent à fatiguer. Les colonies, étrangement, n'apprécient pas tant que ça le combo école plus travail forcé plus ponction économique. Et à partir de la Première Guerre mondiale, puis surtout après 1945, les peuples colonisés se réveillent, et pas doucement. Les empires européens, qui s'étaient partagé la planète comme un gâteau d'anniversaire entre enfants mal élevés, voient soudain les parts se rebeller. L'Inde dit à l'Angleterre « Merci pour les chemins de fer, maintenant rentrez chez vous ». L'Algérie dit à la France « On va prendre l'indépendance avec ou sans votre accord ». Spoiler, ce sera sans. Et le Congo dit à la Belgique « Rendez-nous tout ce que vous nous avez volé ». Réponse « non ». Et les Européens changent de stratégie. Fini les uniformes trop voyants, fini les discours qui sentent la supériorité raciale à plein nez. Place à une nouvelle ère, le néocolonialisme, ou comment continuer à tirer les ficelles sans avoir l'air de les tenir. Imaginez un magicien qui fait disparaître l'Empire, mais qui garde la banque, les matières premières et les accords commerciaux douteux. Vous êtes libre de rendre votre cacao Nestlé à prix cassé. Vous êtes indépendant, mais vos dettes restent, hein ? Le néocolonialisme, c'est la version soft du pillage. La mise sous tutelle économique, version « c'est pour votre bien ». Voici les outils de la domination moderne, des accords commerciaux ultra inégaux, des multinationales plus puissantes que des États, des coopérations militaires très orientées et une dette internationale qui tient tout le monde en laisse. Bref, la colonisation a changé de costume, elle a troqué le casque colonial pour un attaché-caisse et le fouet pour une clause de prêt FMI. Mais attention, les anciens empires gardent un immense talent, faire croire qu'ils ne sont plus là. Un président africain critique une entreprise française, boum, coup d'État spontané. Un pays nationalise son pétrole et hop, instabilité géopolitique subite. Un peuple se révolte contre la misère imposée, émeute, chaos, appel à l'ONU, tiens, voilà les casques bleus. Et pendant ce temps-là, dans les capitales occidentales, on continue de se féliciter. Regardez, ils sont indépendants maintenant. Oui, mais sur le papier.
Dans les faits, c'est comme si un maître d'école rendait sa liberté à un élève, mais en gardant son stylo, sa trousse et l'accès à la cantine. L'impérialisme n'est pas mort. Il a simplement changé de visage. Il ne dit plus « je te civilise », il dit « je t'aide à te développer ». Mais les résultats, bizarrement, restent les mêmes. Les ressources montent, les profits partent et les populations restent au sol. Aujourd'hui, on ne colonise plus avec des fusils, mais avec des contrats, des investissements, des plateformes de streaming et des marques de soda. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, c'est pour votre bien. Alors, que retenir de cette joyeuse promenade à travers l'histoire de l'impérialisme ? D'abord, que les Européens ne manquaient pas d'imagination. Ils ont appelé éducation ce qui ressemblait à un lavage de cerveau. Commerce équitable, ce qui tenait plus du braquage organisé. Et libération, ce qui était dans bien des cas une reconduction du bail colonial sous un autre nom. Ensuite, on comprend que l'impérialisme, c'est un peu comme un virus mutant. D'abord, brutal et visible, uniforme, drapeau, baïonnette, puis discret et sournois, contrat, dette, coopération. Mais toujours le même objectif. Extraire de la richesse, maintenir une hiérarchie mondiale et faire croire que c'est pour le bien commun. Et puis bien sûr, il y a cette dimension morale, ou plutôt moralisatrice. Parce qu'il ne suffit pas de voler, il faut aussi se convaincre qu'on le fait pour sauver. On leur a donné des routes, oui, mais elles mènent toutes au port d'exportation. On leur a apporté l'écriture, oui, mais pour qu'ils signent des contrats de dépendance. Aujourd'hui encore, on entend parfois dire que la colonisation, ce n'était pas si mal, ou qu'au moins ça a modernisé certains pays. C'est un peu comme si un cambrioleur vous disait « Mais enfin, j'ai nettoyé la cuisine en partant !» Alors, la prochaine fois qu'on vous parle de progrès apporté au peuple, de partenariat économique équitable ou de développement avec accompagnement occidental, posez-vous la vraie question. Qui gagne vraiment dans l'histoire ? Et qui signe encore une fois sans lire les petites lignes ? L'impérialisme n'a pas disparu. Il a juste enfilé une chemise blanche, un PowerPoint et un visa diplomatique. Mais derrière le discours, la logique reste la même. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux ou t'a fait sourire ou grincer des dents, et si tu as aimé te faire décolonialiser le cerveau, pense à t'abonner, liker et surtout partager. Et n'oublie pas, la prochaine fois qu'un empire te promet la liberté, regarde qui signe le contrat et qui tient le stylo. Et n'oublie pas de faire tourner la vidéo jusqu'à Bruxelles, Paris, Londres et toutes les anciennes capitales impériales, juste pour voir leur réaction. Allez, ciao!